Bonjour à tous, merci d'être si nombreux à cette table ronde. Donc aujourd'hui, nous allons parler de cyber, bien évidemment, et de nouveaux risques, et surtout de l'approche collective et de la segmentation des offres entre les ETI, les PME. Donc sur cette table ronde, je suis accompagné de 5 personnes, pardon. Donc Marc Debocor, qui est juste à ma Bonjour à gauche, tous. qui est CEO et cofondateur de Finovox. Finovox est un éditeur donc, qui propose un outil de détection de faux documents, donc applicable à 100% des documents. Donc on évoquera les nouveaux risques liés à ce type de risque et à à la fraude aux faux documents. Je suis également accompagné de Philippe Canté, qui est CEO et fondateur d'ID Protect, donc au milieu, juste en face de moi. Donc ID Protect est un éditeur qui développe et commercialise une solution de prévention contre l'usurpation d'identité, donc un risque important, l'usurpation d'identité. Donc ID Protect a été l'année dernière l'Insurtech 2021. Enfin non, c'était pas l'année dernière, c'était il y a 2 ans. C'était 2021. Donc les experts d'ID Protect ont mis au point une technologie avancée qui permet de vérifier l'identité d'une personne et qui est comparable à 3D Secure. Donc Philippe Canté nous en parlera. Je suis accompagné également de Julien Chamonal, de Citalid, qui est Chief Revenue Officer. Donc Citalid est une plateforme de quantification financière des risques. Donc cette année, Citalid a été nommé par le Gartner Hype Cycle en tant que seule solution SaaS européenne. Donc je suis également accompagné de Tristan Fradé. Donc initialement, Bonjour à tous. ça devait être Jules, mais Jules n'a pas pu se joindre à nous pour un heureux événement, donc on ne peut pas lui en vouloir. Donc Tristan est directeur commercial de Stoic. Stoic est une entreprise qui assure et protège par l'intermédiaire des courtiers les entreprises françaises et allemandes entre 0 et 500 millions d'euros. Et enfin, Charlotte Coallier, qui est CEO et cofondatrice de Datac. Et Datac est un courtier grossiste également qui met à disposition des courtiers des produits d'assurance cybersécurité jusqu'à la souscription. Donc je vous propose de démarrer la table ronde. On va faire un petit point sur l'état de la menace, sur les nouveaux risques. On a évoqué la fraude aux faux documents, on a évoqué l'usurpation d'identité. Donc on va commencer par Marc, qui est à ma gauche. Donc j'ai 2 questions pour toi, Marc. Quel est l'impact de la fraude aux faux documents sur le périmètre des assureurs, pour les entreprises et pour les assureurs? Et la deuxième, est-ce que les assureurs aujourd'hui couvrent ce risque? Et est-ce que ce risque est intégré dans les contrats d'assurance à destination, contrats d'assurance cyber bien évidemment, à destination des entreprises? Alors sur la fraude documentaire, ce qu'il faut savoir, c'est que initialement c'était j'ai accès avec du Tipex, avec une machine et je trafique un document. Aujourd'hui, ça a complètement changé. Avec le moindre outil Photoshop, InDesign & Co, vous pouvez trafiquer un document et n'importe quel jeune de 18 ans sait faire et c'est en fait indétectable à l'œil nu. Et vous avez également des nouveaux outils avec de GenAI qui permettent de générer automatiquement des faux documents. Okay, vous allez pas forcément sur le dark web, hein, vous allez sur Google, vous pouvez trouver des outils qui vont vous générer des fausses cartes d'identité, qui vont générer des fausses factures d'Arty. Et en plus de ça, voilà, vous avez des outils sans IA forcément, mais sur Google qui permettent de générer plein de faux documents. Donc nous on travaille beaucoup, en tout cas sur la partie nouvelle fraude documentaire, et moins sur la fraude sur la fraude au Tipex. Et donc l'impact de ça, pour répondre à ta première question, c'est en assurance il est énorme en fait. C'est environ 5% du chiffre d'affaires des assureurs. Comment c'est réparti? Vous avez les jeunes en fait qui fraudent beaucoup plus que les plus âgés. Au global, 20% des gens en 2022 affirment avoir fraudé à l'assurance. C'est quand même une stat complètement folle, un sondage du Lynx. Et à l'intérieur de cette stat, vous avez ils ont séparé en fonction de l'âge des gens. Chez les 18-34 ans, c'est 36%
des gens qui affirment avoir fraudé à l'assurance l'année dernière. Et chez les plus de 55 ans, c'est moins de 15%. Donc c'est vraiment porté par une nouvelle génération qui a accès à des outils qui sont ultra puissants et donc qui permettent d'être... Tout le monde peut devenir un faussaire très doué en fait. Voilà. Donc ça c'est l'impact pour les assureurs. Au global en France, uniquement en IRD, ça représente environ 2,5 milliards. Et au total en assurance, c'est un peu plus de 5 milliards d'euros par an de préjudice de fraude documentaire. Voilà. Donc ça c'est pour la première question, c'est quoi l'impact chez les assureurs. Pour le deuxième, on pourrait se dire, est-ce que c'est possible pour les assureurs et même pour les autres entreprises d'avoir une assurance, un produit d'assurance sur ces sujets en fait. Parce que, on va le voir juste après, il y a des produits d'assurance sur de la cyber. Pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas sur de la fraude ? Et en fait, c'est très compliqué d'assurer de la fraude parce que c'est compliqué de quantifier. Même si on y arrive à quantifier, c'est vite des montants très très élevés. Donc, je ne sais pas si ce serait forcément intéressant. Et également, vous pouvez avoir des contraintes légales, de se dire, on n'a pas envie que vous soyez assuré contre la fraude, parce que du coup, vous allez moins checker la fraude. Typiquement, en affacturage, il est interdit pour une société d'affacturage de s'assurer contre la fraude. Parce que s'il le faisait, il passerait plus de faux documents, et donc pour les assureurs crédit derrière, ce serait l'enfer. Et donc voilà, donc pour terminer, comment est-ce que font les assureurs aujourd'hui pour traiter ce genre de choses ? Mais ça touche en fait même globalement l'ensemble de l'économie, il n'y a pas que les assureurs qui subissent la fraude documentaire. C'est des formations en interne, c'est le bon sens humain, et c'est de plus en plus utiliser des outils informatiques qui permettent de détecter ce genre de choses. Merci Marc. Et Philly, même question. Moi j'ai lu il y a quelques temps que l'usurpation d'identité était l'infraction numéro 1 en France, bien au-delà même de la partie de la fraude aux faux documents. Est-ce que tu confirmes que c'est le cas ? Ça c'est la première question. Et de la même façon, comment les entreprises, mais comment également les assureurs, comment ils s'organisent donc pour adresser ce risque et pour permettre à leurs clients d'être couverts en cas d'usurpation d'identité. Alors sur le sujet de l'usurpation d'identité, en effet, c'est l'infraction numéro 1 en France aujourd'hui devant les cambriolages et les vols de véhicules qui historiquement étaient les infractions les plus recensées. Alors ça s'explique très facilement parce que chacun d'entre nous aujourd'hui envoie ses documents d'identité sur Internet, ou en tout cas une copie digitale, lorsqu'il y a une embauche, lorsqu'il y a éventuellement un justificatif à transmettre pour accéder à tel ou tel service. Donc, selon l'Institut CSA, c'est 75% des Français qui, l'année dernière, ont envoyé au moins une copie digitale de leur document d'identité. La problématique, c'est que lorsqu'on adresse un document d'identité à une entreprise qui n'a pas les bons outils de cyber-risque ou qui ne fait pas attention ou qui n'est pas éduqué à cette protection de la donnée de leurs clients, on se retrouve dans des cas de cyberattaque où les documents ensuite sont transmis sur le dark web et puis sont utilisés dans le cadre d'autres fraudes à l'identité, et donc fraude pour accéder à des services. Alors au niveau de l'assurance aujourd'hui, ce qui existe, alors la problématique que va rencontrer un assureur aujourd'hui sur les questions d'usurpation d'identité, c'est qui est réellement mon client. Donc lorsque je l'onboard, je dois m'assurer de, évidemment, tous les documents, les cabis, qu'il s'agit bien d'un professionnel, mais qu'il y a une personne physique derrière. Et donc en cas d'usurpation, nous, des cas qu'on a, c'est je suis le président d'une petite entreprise qui s'est assurée sur tel risque, et in fine, mon identité a été utilisée pour créer un contrat chez un autre assureur, et ensuite il y a eu des faux documents pour demander restitution, pour demander de couvrir un risque, par exemple de retour, ou tous ces risques-là qui sont couverts par les assureurs, pas forcément cyber, mais en tout cas dans le cadre de son activité. Donc ces petites entreprises-là, elles se retrouvent, en tout cas le dirigeant de cette petite entreprise-là se retrouve quelque part
attaqué par, d'une part, la victime de la fraude qui a été réalisée par la personne qui usurpe l'identité, et puis c'est un risque qui n'est pas couvert, puisque évidemment, ce n'est pas le bon souscripteur. Donc c'est là où, aujourd'hui, je rejoins Marc sur ce qu'il disait, le cyber-risque et la fraude, si on porte une vision héroïste dessus, et donc on se dit, je vais investir dans une solution qui va me permettre où je vais proposer une solution qui va permettre à mon assuré de pouvoir se protéger contre ces risques-là. Il faut voir que ça va permettre derrière, en fait, de ne pas, ou en tout cas de limiter les cas d'indemnisation. Donc c'est plus de la prévention dans le cadre de la fraude contre le risque, et c'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a que des solutions de sensibilisation sur ces risques-là ou de la formation sur ces risques-là. En revanche, je rejoins Marc sur ce qu'il disait, il y a certains secteurs qui sont plutôt, disons, dotés d'outils, notamment les secteurs réglementés, lorsqu'on fait du KYC, lorsqu'on fait... on est obligé de faire cette connaissance client, évidemment, on va avoir une solution qui va nous permettre d'identifier les documents qui nous sont présentés et s'assurer que ce sont bien des vrais documents. En revanche, évidemment, ces solutions sont perfectibles, et c'est là où nous, à ID Protect, on s'assure d'une part, la personne qui vous présente le document, que le document est bien vrai, mais d'autre part, que la personne qui vous présente le document est bien le titulaire du document, puisqu'il peut s'opposer à une utilisation de son document d'identité en temps réel. Donc aujourd'hui, voilà où est-ce qu'on en est en matière de protection contre l'usurpation. Ok, merci. Donc on est vraiment dans la prévention, et aujourd'hui ces nouveaux risques ne sont pas intégrés, de ce que je comprends, dans les polices d'assurance qui sont proposées aux entreprises et qui pourraient être, comme vous l'évoquiez, victimes de fraude, donc à l'identité ou aux faux documents d'identité. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Concernant le marché de l'assurance justement et la segmentation entre les PME et les ETI, Julien, est-ce que tu peux peut-être nous faire un petit point sur ce marché et sur cette segmentation ? Oui, tout à fait. Alors, on va se concentrer là sur la partie risque cyber et assurance cyber. En France, il y a une étude qui fait référence, que vous connaissez toutes, qui s'appelle l'étude Lucie, qui est faite par l'AMREI. Elle a été mentionnée ce matin dans la salle de conférence. Alors, les résultats, on avait Lucie 2021, Lucie 2022. On est toujours en attente de Lucie 2023, qui ne devrait pas tarder. Mais si on regarde ce que ça donnait qu'en 2022, on avait un marché qui était très, très, très hétérogène. Vous aviez les grands groupes qui étaient très assurés et qui avaient plutôt du mal à trouver de la capacité sur le marché. Donc, avec même quelquefois un peu de défiance, avec une augmentation des prix qui était assez compliquée sur les prix, mais des garanties qui étaient parfois en baisse. Vous aviez à l'opposé le marché des PME, TPE qui étaient très très peu couverts, moins de 1%. Et on commençait à avoir des produits sur le marché qui arrivaient, et on en a deux beaux exemples ici, et ils vont vous expliquer ça juste après. Donc là, on sentait que sur la partie PME, c'était plus... Les produits sont là, maintenant c'est accéder à ce marché-là, convaincre les patrons de PME que c'est un vrai risque et que c'est une vraie couverture viable. Donc ça, c'était une grosse tendance qu'on voyait sur la partie PME. Et pas le parent pauvre, mais la partie vraiment compliquée, c'était les ETI. Il y avait très peu d'offres d'assurance en 2022, des risques qui étaient de plus en plus gros, une digitalisation qui était obligatoire et du coup qui était faite un peu à marche forcée, donc avec quelques raccourcis sur la sécurité, avec un niveau de maturité qui n'était pas forcément là côté client, donc un secteur très compliqué à assurer. Donc ça faisait un panorama qui était assez pessimiste fin 2022, parce qu'on a vu même si la rentabilité était revenue pour les assureurs, les primes continuaient à augmenter, les franchises augmentaient, les couvertures baissaient, donc une tension avec le marché. Alors, on n'a pas le Lucie 2023, ce que je vous disais, mais concrètement, ce qu'on sent, nous, quand on discute avec nos clients et nos partenaires, 2023, on voit, par exemple, sur les grands comptes, des grands comptes qui arrivent à quantifier leurs risques et arriver en roadshow avec une meilleure connaissance de leur risque, de la structure de leur risque, surtout financier. Ils arrivent à trouver plus de capacité qu'avant, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. On a des clients qui vont trouver 10, 20, 30% de plus de capacité que ce qu'ils espéraient sur le marché, à des conditions qui sont acceptables. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle côté grand compte. Côté PME, c'est ce que j'évoquais, les offres sont là, donc c'est vraiment un go-to-market et c'est en train de grimper très vite. Donc ça continue à se confirmer. Côté ETI,
ce qu'on voit arriver, effectivement, c'est que typiquement les acteurs qui étaient sur la partie PME-TPE montent petit à petit sur cette partie ETI avec des offres qui commencent à arriver et qui sont de plus en plus intéressantes. Et on sent que cette partie-là devrait se débloquer dans les années qui viennent. Il y a quand même une énorme opportunité à saisir pour les assureurs sur ce marché-là. Il y a le groupement des fédérations des assurances qui a sorti une étude cette année. Et si on se concentre juste sur l'Europe, il y aurait un déficit de capacité de 200 milliards. C'est-à-dire qu'il y aurait possibilité il y aurait une demande de 200 milliards d'euros de couverture sur ce marché cyber si on voulait vraiment le couvrir. La réponse ne sera pas 100% assurantielle, mais il y a une grosse part de gâteau à prendre pour les assureurs. Et puis ce qu'on voit également, c'est une arrivée des captifs d'assurance pour les grands comptes et qui peut-être, courant d'année prochaine, se débloquera pour les ETI avec des captifs mutualistes. Parce qu'il y a des discussions à ce niveau-là qui sont en cours pour venir en soutien aux assureurs sur cette partie-là, parce que les risques sont gros et les coûts sont importants. Donc l'idée, c'est que les clients participent aussi. Donc c'est assez dynamique, c'est assez hétérogène, mais 2023, on pense, sera une année où on va sentir que ça décolle et que ça accélère assez fort. D'accord, donc les captives, entre autres, pour augmenter les capacités, et donc avec une redescente de ces captifs potentiellement sur le secteur des ETI, et qui sait peut-être aussi potentiellement les PME, pour permettre à toutes ces sociétés d'aller s'assurer. Justement, donc on parle de PME, on parle de TI, donc tu évoques, il y a des solutions pour les PME, il y a un sujet peut-être de maturité, de compréhension du risque côté dirigeant de ces PME. J'ai une petite question pour toi, Tristan. Donc, peut-être que tu nous dises si, au regard de ton expérience, de l'expérience de Stoic, il est, selon toi, difficile d'assurer une PME. Et si ça n'est pas le cas, ce qui semble être le sujet au regard du discours de Julien, comment donc convaincre donc, la PME de souscrire ce risque, la nécessité de souscrire ce risque? On le sait, c'est dans le top 3 des risques pour une entreprise, c'est un risque qui est létal. Et donc, quels sont les dispositifs et les moyens donc, qui sont proposés donc, aux PME pour les accompagner et pour leur permettre simplement, rapidement, de manière efficace, voire automatique, de souscrire à l'assurance? Ouais, je confirme le constat. Nous, chez Stoic, on a sur les entreprises jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires et il y a deux logiques de marché très différentes. Sur le bas de segment, entre guillemets, je vais simplifier parce qu'il y a des secteurs d'activité qui ne sont pas comparables les uns avec les autres, mais on peut grosse masse faire un premier segment en dessous de 50 millions de chiffre d'affaires où effectivement tous les assureurs sont et tous les assureurs rêvent de faire plus. Et là, le problème, c'est pas un problème c'est un problème de demande, pas un problème d'offre. Donc peut-être je peux parler de ça un peu pour commencer. Ouais, peut-être focaliser sur les PME, effectivement. Ouais, donc sur les PME, on a énormément d'acteurs, un problème de demande, et donc la clé, c'est le courtier en assurance. La clé, c'est le courtier en assurance qui est peu habitué souvent à ce risque qui est récent, mais qui est pourtant énorme. Et quand un dirigeant de PME met les risques les uns à côté des autres, le risque cyber, il est beaucoup plus important que d'autres risques, pourtant, auxquels il pense en premier. La probabilité qu'une entreprise subisse un ransomware, donc un chiffrement complet de son SI, est bien supérieure à celle d'un incendie, par exemple. Voilà, donc tout l'enjeu, c'est celui de permettre au courtier de transmettre la bonne info à son client. Son client, c'est souvent un directeur général ou un DAF, c'est rarement un DSI. Et donc, nous, chez Stoic, si on devait simplifier notre métier, sur ce segment de marché-là, en fait, c'est un métier d'accompagnement. C'est un métier d'accompagnement de nos courtiers partenaires pour expliquer ce risque et faire comprendre à ses interlocuteurs l'intérêt, la nécessité de s'assurer. Maintenant qu'on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. Comment est-ce qu'on peut faire ça ? Mais déjà, il y a beaucoup de proximité à avoir avec nos courtiers partenaires. Donc nous, on a une équipe qui est en France entière, en région, au plus proche de nos courtiers. Et ensuite, il y a des différenciants qui peuvent être intéressants de proposer. Chez Stoic, on a une batterie d'outils de sécurisation qui accompagne toute police d'assurance. Et ça, c'est utile. Pourquoi ? Parce que même s'il n'y a pas de sinistre, notre produit va être intéressant pour l'entreprise. C'est un produit qui va aussi la protéger. Et c'est vraiment intéressant de se dire qu'on n'a pas besoin d'un sinistre pour trouver de la valeur dans un contrat d'assurance cyber Stoic. C'est la première chose. Et ensuite, quand on regarde dans le détail, et si vous me demandez à moi ce qu'est le cœur d'une garantie cyber, je pense qu'en fait, c'est l'assistance. L'assistance, parce que la qualité de l'assistance va déterminer la suite
de l'histoire, s'il y a une suite. Parfois, il n'y en a pas. Et donc, chez Stoic, on a une équipe en interne de réponse à incidents et pareil, que les entreprises peuvent rencontrer via l'intermédiaire de leur courtier. Et donc, en fait, un dirigeant, concrètement, il a le numéro de portable dans son téléphone de quelqu'un de confiance qui viendra l'assister, potentiellement sur place, en cas de pépin. Donc voilà, il y a vraiment un gros travail d'éducation à faire des dirigeants. Et notre métier, nous, puisque notre seul canal de distribution sont les intermédiaires en assurance, c'est d'équiper les courtiers avec un discours commercial qu'ils peuvent prendre en main, qui sont à l'aise de manipuler pour aller convaincre cette cible de dirigeants de PME. Voilà. Et ce n'est pas du tout la même logique plus haut, donc je laisse la parole à ce sujet-là. Ok. Juste une petite question. Vous évoquiez la partie réponse à incident, accompagnement en cas de sinistre. Vous avez donc décidé de développer une équipe en propre chez Stoic. Ça représente combien de personnes ? Donc on a 6 personnes à temps complet. On a une équipe qui est venue nous rejoindre en provenance de chez Wavestone, qui dirigeait des grosses réponses à incidents, principalement sur le CAC 40, et qui est là sur une logique de volume. C'est des incidents qui sont moins gros, on va que jusqu'à 500 millions de chiffre d'affaires. Par contre, il y a du volume. Donc tout l'enjeu, c'est de voir comment est-ce qu'on processe ces réponses à incidents, comment est-ce qu'on peut en gérer un gros volume. Ouais, parce que 6 personnes, si il y a un gros sinistre qui touche tout un secteur d'activité, ça peut être un peu Ouais, ça peut aller compliqué. vite, et c'est pour ça que cette équipe, elle est inscrite dans un tissu de partenaires qu'on peut mandater aussi avec nous, autour de nous. Donc D'accord, il y a une donc vraie logique. vous appuyez aussi sur un Ouais. écosystème partenaire pour faire face à la demande si il y a un sinistre qui touche un secteur d'activité, une zone géographique et un grand nombre de clients. Ok, super, merci beaucoup. Même question pour toi, Charlotte, mais sur le segment des ETI, selon le discours de Julien, la problématique est différente. Donc sur les PME, il y a des produits, il y a des offres, mais il y a un manque de maturité. Sur les ETI, a priori, il y a une envie, il y a une compréhension du risque, mais il y a d'autres problématiques. Donc, même question, comment, chez Datac, vous facilitez l'accès à l'assurance cyber et quels sont les dispositifs que vous mettez à disposition de vos clients pour les accompagner à la souscription, mais bien évidemment après la souscription. Oui, je rejoins le point qui a été soulevé par Julien et les différences sur les segments. Moi, ça fait 15 ans que je bosse dans l'assurance et j'ai eu envie de créer Datac en 2021 quand justement j'étais confrontée à des dirigeants d'entreprise qui ne trouvaient pas de solution pour se protéger contre le risque numéro 1 pour eux, qui est le risque cyber. En fait, c'est vrai qu'il y a deux segments. Les PME, c'est plutôt... Elles ne savent pas par où commencer. Est-ce que c'est de l'assurance ? Est-ce que c'est de la cybersécurité ? Est-ce que c'est un antivirus ? Est-ce que c'est un XDR ? Dans quoi je dois investir ? Et donc, c'est pour ça qu'on a créé une solution complète pour les PME où il y a une assurance, mais aussi des outils de cybersécurité pour qu'on apporte un premier socle de cybersécurité à des toutes petites entreprises. Sur les ETI, le problème, il est différent. Elles ont des outils de cybersécurité. Le problème, c'est que elles ne sont pas toujours assurables. Alors, les ETI, pourquoi c'est un segment particulier ? Plusieurs raisons. D'abord, les sinistres sont plus coûteux, parce que les attaques sont plus intrusives, et par contre, elles sont moins bien sécurisées. Alors, je vais revenir un peu dessus. Les attaques sont plus intrusives. Pourquoi ? C'est parce qu'en fait, les hackers, sur les petites entreprises, ils vont faire des attaques massives. Donc, pas du tout ciblées, pas du tout sophistiquées. Et donc, c'est assez facile de les résoudre en quelques heures. Les ETI, maintenant, ils commencent à prendre du temps, à y passer des semaines. Parce qu'en fait, ça devient rentable pour eux, parce qu'ils se sont rendus compte que sur les grosses entreprises du CAC 40, ils ont de plus en plus de mal à pénétrer les systèmes d'information. On n'a pas connu gros sinistres comme on avait connu un Saint-Gobain en 2017. Là, ça fait quelques années qu'il n'y a pas eu de gros sinistres sur les grosses entreprises du CAC 40 qui sont très bien sécurisées maintenant. Et donc, ils ont descendu d'un niveau et maintenant ils s'attaquent aux ETI et ils vont y passer des semaines et donc avec des attaques beaucoup plus profondes et beaucoup plus dures. Et parallèlement, les ETI, ça coûte cher parce qu'en fait, chaque jour de business interruption, donc ça veut dire chaque jour de manque d'activité, ça se chiffre en centaines de milliers d'euros. Et elles sont moins bien cybersécurisées que les grands groupes. Et donc aujourd'hui, les ETI, elles ont pris la mesure du risque, mais elles ne trouvent pas d'assurance. Elles ne trouvent pas d'assurance parce qu'il y a peu d'acteurs qui veulent les prendre et
elles n'ont pas toujours le niveau des prérequis qui est exigé par l'assureur. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne. C'est qu'en fait, en amont, on va auditer leur système d'information, leur donner un plan d'action, les accompagner à mettre en place les prérequis pour les rendre assurables. Ensuite, durant toute la vie du contrat, on va continuer à les accompagner avec des formations pour les collaborateurs, des campagnes de phishing, d'autres outils pour continuer à les accompagner pour celles qui n'ont pas tous ces outils-là. Parce qu'il y a vraiment une disparité parmi les ETI. Parce que selon les secteurs, il y a des secteurs où tout ce qui est e-commerce, finance, là, elles vont être, tout ce qui est boîte tech, elles vont être assez bonnes d'un point de vue cybersécurité. Par contre, ce qui est industrie, collectivité locale, là, on a beaucoup de travail. Donc, on va les accompagner aussi durant toute la vie du contrat. Et évidemment, là où ça se joue, ce que Tristan a bien dit, c'est au moment du sinistre. Et là, on travaille avec les meilleurs experts en France, 24/24, pour résoudre le sinistre. Et nous, l'objectif, c'est de le résoudre en moins de 24 heures, parce que c'est la durée de la franchise. Aujourd'hui, on a de la chance. On a réussi jusqu'à présent à résoudre tous les sinistres très, très rapidement. C'est le gros enjeu pour pas avoir une énorme attaque qui détruirait notre portefeuille. Ok, très clair. Juste Stoic et d'attaque, donc vous positionnez comment vis-à-vis du courtier? Donc, parce que vous êtes courtier, il y a des courtiers qui ont la relation avec les clients, donc c'est eux qui vous, enfin c'est les courtiers qui vous sous-traitent la relation avec le client. Comment ça se passe? Alors, nous, chez Datac, venant de l'assurance, on a tout de suite décidé de bosser avec les courtiers. Moi, ce sont nos partenaires. On est une solution pour les courtiers. Dès qu'on s'est lancé en 2021, on a discuté avec les courtiers et construit avec eux une plateforme. Et c'est vrai que là-dessus, on est tech à plusieurs niveaux. On est tech pour les courtiers, pour nos assureurs aussi, à qui on donne aussi une plateforme, et pour nos assurés finaux. Et donc, les courtiers, ce qu'on fait, c'est qu'on met à disposition une plateforme, mais aussi tout le service et l'accompagnement. Et ça, là-dessus, c'est très bien qu'on soit plusieurs à aller les voir et les former, parce qu'il y a aussi un énorme travail de formation des courtiers à ce risque qui est nouveau pour eux. Ok, très intéressant. Merci Charlotte. Alors, le temps passant, on n'a que 40 minutes. C'est un sujet qui est très passionnant et on pourrait y passer des heures. Ce que je vous propose, on va faire une petite conclusion de 10 minutes. Vous allez prendre 2 minutes chacun pour, au-delà des prises de parole de chacun, vous puissiez peut-être insister, aborder un thème, un sujet qui vous tient à cœur et que vous souhaiteriez partager avec l'Assemblée, parce que c'est un vrai sujet, de permettre aux assurés, enfin permettre aux entreprises de s'assurer sur ce risque. On l'a évoqué, c'est un risque important, top 1, top 3 en fonction des organismes. C'est un risque qui est létal, qui peut tuer une entreprise. Donc on voit qu'il y a des solutions pour les PME, mais il y a un manque de maturité. On voit que les ETI veulent s'assurer, mais il y a d'autres problématiques. Bon, voilà. Donc on voit aussi que côté Lucie, les études, tout au moins on n'a pas vu celle de 2023, les choses vont dans le bon sens. Il y a quand même un manque de capacité, mais ça s'organise avec des captives. Il y a des nouveaux risques qui arrivent, qui vont devoir être intégrés aux polices d'assurance qui sont proposées, aux polices d'assurance cyber qui sont proposées aux entreprises. Donc en 2 minutes chacun, quels sont les 2 points sur lesquels vous souhaiteriez insister et partager avec l'Assemblée? Donc on va commencer par toi Tristan, on va remonter jusqu'à moi et on finira par Marc. Ok. Il y a beaucoup de points, c'est dur d'en choisir peu, c'est dur de traiter ça en 2 minutes. Je pense que tout l'enjeu, pour nous Stoic, je pense que c'est le même pour Datac aussi, c'est de permettre aux courtiers de comprendre l'intérêt de bosser sérieusement ce risque-là. Il y en a plusieurs. Le premier, c'est que si lui n'en parle pas à ses clients, un autre courtier va venir en parler à ses clients. Donc on peut le voir par la négative comme ça, et on peut le voir par la positive sinon, en se disant que le marché de l'assurance, c'est un peu un marché sur beaucoup de risques de chaises musicales, quand on est courtier. Grosso modo, les risques passent d'un cabinet de courtage à l'autre à l'occasion de renégociations. Le cyber, c'est un risque sur lequel il y a énormément d'équipements à faire. Donc je pense qu'on a un gros rôle d'accompagner les courtiers qui sont dans une logique de croissance, parce que ce risque-là est un fer de lance très intéressant commercialement, qui permet d'engager des conversations à haute valeur ajoutée avec des dirigeants et qui peut avoir un intérêt au-delà du risque cyber pour le courtier, puisqu'il peut lui permettre de mettre le pied au sein d'une entreprise. Donc ce n'est pas une réponse technique du tout que je fais.
parce que je pense qu'il y a des gens très techniques qui vont prendre la parole par la suite. C'est plus une réponse de go-to-market, c'est pas moi qui ai fait l'anglicisme, je crois qu'il a été fait avant, donc de stratégie de pénétration d'un marché. Je pense que c'est ça, moi, le point que je retiens, c'est celui de l'accompagnement du courtier dans la prise en main de ces conversations, que si lui n'a pas avec le dirigeant, qui est son client, quelqu'un d'autre risque d'avoir. Merci Tristan. Philippe. Du coup, je suis totalement d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je pense que nous, en tant qu'éditeurs de logiciels, qui, in fine, vont servir à ces dirigeants qui sont soumis au risque, je pense que ce qui est important aujourd'hui pour les assureurs, c'est de, prendre conscience de cette opportunité, in fine, de marcher en poussant des solutions chez leurs clients ou chez leurs assurés, que pousser des solutions, ça leur permet également en fait in fine de limiter le risque. Parce que si on utilise des outils de prévention et des outils techniques qui vont permettre d'éviter le risque que nous on traite, qui est l'usurpation d'identité, ben dans ce cas-là, derrière, il y aura moins de sinistres. S'il y a moins de sinistres, il y a moins d'indemnisation à réaliser. Et surtout, en fait, étant donné qu'il s'agit de l'infraction numéro 1 aujourd'hui, assurer ce risque, c'est être précurseur sur ce marché-là. Merci Philippe. Charlotte. En 30 secondes, je pense que c'est vraiment le risque de demain, si ce n'est d'aujourd'hui, le risque cyber. Et donc, il faut trouver une solution. Et je pense qu'à ce risque technologique, la seule solution, elle est technique. Et d'où l'utilité des InsurTech, parce que j'aime bien dans le mot InsurTech, il y a vraiment assurance et technologie. Chez Datac, la moitié des équipes viennent de la cybersécurité, l'autre moitié de l'assurance. Et je pense que c'est avec une solution moitié assurance, moitié cybersécurité qu'on peut assurer ce risque qui n'est pas inassurable. Merci. Julien. Je vais prendre le parti des assureurs dans ce côté-là, parce qu'on a dit que c'était un risque qui pouvait être fatal pour une entreprise, mais c'est aussi un risque qui peut peut-être pas être fatal pour un assureur, mais qui peut faire très très mal sur un portefeuille. Et il y a une partie qui est très complexe et sur laquelle on est là pour accompagner les assureurs, et on voit qu'il y a beaucoup de demandes, c'est la modélisation de scénarios d'accumulation sur un portefeuille. Et il y a peu de gens qui en sont à ce niveau-là. Et demain, quand on entend ce message, il y aura de plus en plus d'assurances cyber, donc on va avoir des portefeuilles de plus en plus gros, et on ne peut pas passer à côté de cette partie accumulation, gestion de portefeuille, qualité du portefeuille, comment j'oriente ma souscription. Donc pour moi, c'est un vrai sujet là-dessus, et sur lequel effectivement le couple, vraiment assurance et tech fera la différence. Marc. Ouais. Alors du coup, moi je travaille spécialement en antifraude documentaire, mais j'ai un background technique, donc les sujets informatiques et de cyber, c'est des choses que je connais bien. Et en fait, pour faire un pont entre les deux, je suis persuadé que ce risque va grossir, et je parle des deux risques cumulés, parce qu'aujourd'hui, en fait, n'importe qui avec un accès à YouTube ou à quelques forums peut devenir un faussaire documentaire incroyable, ou peut devenir un hacker qui va derrière hacker une PME, une ETI, parce que n'importe qui a accès à des outils qui sont démesurés aujourd'hui. Et donc voilà, c'était un petit mot de la fin pour faire le pont entre les deux. Merci Marc. Alors juste peut-être pour compléter, de par l'expérience d'Allemonde, donc nous on travaille un peu sur tout le territoire, on n'est pas assureur, on n'est pas courtier, on est expert en cybersécurité. Ce qu'on voit, c'est que le sujet de la cyber va au-delà de l'assurance. Il y a aussi toute la partie liée aux banques. Nous on voit arriver la notation cyber au même titre que la notation financière dans les octrois de financement. On sait tous qu'aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué d'aller souscrire un prêt quand on est une entreprise, parce que les taux montent, parce que la conjoncture est compliquée. Donc même les banques aujourd'hui commencent à regarder ce risque en indicateur extra-financier avec le RSE. Donc le RSE et la cyber, ce sont deux sujets qui intéressent fortement les investisseurs, les fonds d'investissement, les VC, Venture Capital. Toutes les sociétés qui font de l'investissement regardent ce risque parce qu'ils investissent dans des sociétés. Donc le corporate, donc sur les tiers, sur les fournisseurs, sur l'écosystème de confiance. Donc aujourd'hui, ce risque, au-delà de l'aspect assurantiel, est un risque qui est essentiel et qui est pris en compte par tout l'écosystème. Donc ça aussi, c'est peut-être un levier de communication et de sensibilisation, un moyen de convaincre les entreprises d'aller, on va dire, sur la couverture et l'assurance du risque. Bien évidemment, le risque résiduel, on ne transfère pas chez l'assureur la totalité du risque, mais pour cela,
On l'a évoqué, il y a des outils, il y a des méthodes, il y a de la formation, de la sensibilisation. Voilà, donc c'est un sujet qui est essentiel et qui va l'être encore de plus en plus. Donc il faut arriver à convaincre, il faut trouver des solutions pour les entreprises, qu'elles soient petites, qu'elles soient très petites, moyennes ou grandes, pour se couvrir et couvrir ce risque résiduel en matière d'assurance avec des couvertures cyber. Voilà. Merci beaucoup, merci aux intervenants. Merci et bonne à journée tous. à tous. Merci.